Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Il y a surtout des romans mais aussi deux BD. Et voilà, c'est le petit point lecture que j'aime bien faire. J'espère que ça va vous donner quelques envies et on commence tout de suite. Je vais d'abord vous parler de L'héritier trahi de Holly Black, donc publié chez Rajo. C'est une histoire qui s'inscrit dans l'univers du Prince Cruel de la même autrice. Donc le Prince Cruel est une trilogie aussi de fantasy que j'ai lu il y a longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Et donc Holly Black a sorti pas mal de livres un peu dérivés qui se passent dans le même univers, notamment L'héritier trahi, qu'il faut lire seulement si on a lu le Prince Cruel quand même, puisqu'on est sur des personnages qui sont déjà dans le Prince Cruel et on parle d'événements qui se sont passés dans le Prince Cruel. Donc on ne peut pas le lire sans avoir lu la trilogie principale. Mais donc j'étais très très heureuse de me replonger dans cet univers. Même si vous n'avez pas lu le Prince Cruel, je peux juste vous résumer un peu celui-ci pour vous dire qu'on va suivre donc un nouveau personnage qui s'appelle Vren, qui est une reine fae de 17 ans, puisqu'on est ici dans un monde à cheval entre notre monde et un monde fantasy, le monde des fae. Dans la trilogie principale, on suit Jude, qui est une humaine, tout ce qu'il y a de plus normal, et qui va être transportée, enfin, qui va plutôt être enlevée et amenée dans un autre monde, donc dans le monde des fae, et elle va devoir survivre, appréhender ce monde, et elle va se faire un ennemi de choix, puisque son ennemi sera le prince Cardan, qui est donc le prince du royaume, et il va surtout avoir beaucoup de manigances politiques, tout ce qu'il y a, tous les thèmes autour de la royauté, bref, des choses que j'aime beaucoup dans la fantasy. Et donc ici, on va s'intéresser à Vren, qui elle vit seule parmi les humains. Elle était là dans le Prince Cruel, il s'est passé certaines choses, mais depuis, elle est de son côté et elle a sa petite routine, son petit quotidien. Elle défend en secret les humains des enchantements et des subterfuges de ses semblables, puisque les fae, donc comme elle, ont tendance à lancer des sortilèges aux humains, hein, c'est un peu leur péché mignon. Et tout va basculer le jour où le prince Shen, qui est donc un personnage important que l'on a dans le Prince Cruel, ce prince va venir la chercher parce qu'il a besoin de son aide, puisque la mère de Vren est à la tête d'une armée de créatures monstrueuses et elle s'est jurée de s'emparer du trône, donc le trône qui revient à Shen puisqu'il est le prince héritier. Vren, c'est la seule à pouvoir la faire plier puisque c'est sa mère, et donc malgré un passé commun tourmenté, Shen et elle font alliance, mais peuvent-ils se faire confiance? J'ai beaucoup aimé ce premier tome, puisqu'il y a aussi il y en a un deuxième qui est donc la suite et la fin, parce que c'est une duologie. Et c'était vraiment génial de replonger dans cet univers que j'aime beaucoup, que j'avais adoré dans le principal, comme je vous l'ai dit. On retrouve l'ambiance, et même si beaucoup ont pu reprocher le fait que ça faisait un peu un copier-coller de Jude et Cardan que l'on avait dans le Prince Cruel, je dois avouer que je n'ai pas vraiment ressenti ça. J'ai quand même trouvé que c'était différent, ne serait-ce que pour l'histoire ou pour les personnages. Vren est une protagoniste assez intéressante puisque elle est très méfiante, très sauvage. Il y a un côté, elle est très difficile à cerner et elle est fascinante en fait, je trouve. On est plongé dans ses pensées, on voit sa manière d'être, sa manière d'agir, et j'ai adoré tout simplement la suivre. La relation qui se crée avec Shen n'a rien à voir, je trouve, avec celle entre Jude et Cardan. Il y a une autre atmosphère, c'est autre chose. Et encore une fois, on est sur un lien un peu tendu, parce qu'on ne sait pas trop s'ils se font confiance, on ne sait pas trop ce qu'il y a entre eux. Il y a ce passé, il y a tout ce qui les a séparés, il y a beaucoup de choses, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et donc tous deux vont embarquer dans une quête qui va les faire voyager, qui va les plonger encore plus dans ce monde qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est toujours très plaisant de découvrir la richesse. On est vraiment immergé dans cet univers, et c'est le talent de Holly Black, je trouve, vraiment de nous immerger comme ça dans son imagination. La quête, c'est un schéma narratif que j'aime énormément, donc c'était très plaisant à suivre. Ensuite, c'est très bien construit, il y a beaucoup de rebondissements, il y a de l'action, on a l'évolution de leur relation, toujours très intéressante. Je ne m'attendais pas à cette fin qui me donne très envie de lire la suite, ça c'est sûr. C'est très bien mené, le monde toujours aussi fascinant et magnifique que terrifiant, donc ça c'est vraiment génial. Ça tient en haleine, il y a du suspense, toutes les thématiques toujours autour des jeux de pouvoir, des manigances, les secrets, les trahisons, la dynamique entre Shen et Vren est tout simplement pépite. C'était incroyable de les suivre.
J'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-ci, même si cette saga ne pourra pas détrôner Le Prince Cruel qui était vraiment excellent, mais c'était un chouette retour dans l'univers, j'ai beaucoup aimé et voilà, donc si vous avez aimé Le Prince Cruel, lancez-vous dans la suite. Bon après vous pouvez être déçus, je sais, puisque certains ont été déçus, mais c'était une autre grande aventure pleine d'action et qui se dévore. Ensuite, j'ai bien sûr eu un immense coup de cœur pour le nouveau livre de Lilibelle de Cholet, Danser entre nos silences, publié chez Didier Jeunesse. Lilibelle de Cholet, je vous en ai déjà parlé, c'est une autrice que j'adore, que vraiment, chaque fois qu'elle sort un livre, je me jette sur sa parution, hein, tout simplement. Et celui-ci, j'avais très hâte de le lire, je l'ai dévoré, c'était une expérience de lecture incroyable. En plus, il est très court, il se lit très vite, mais ça ne change pas le fait qu'il est tout simplement magnifique. Donc ici, on change totalement d'univers, on n'est pas du tout dans la fantaisie. On va suivre Pauline et Agathe. Donc Pauline, elle est sage, discrète, elle affiche toujours un sourire poli, tandis que Agathe est explosive, impulsive, constamment dans le conflit. Leurs différences ne les ont jamais empêchées de tout partager, y compris leur rêve le plus cher, celui de devenir danseuse étoile. Pourtant, à la veille des auditions pour l'école de l'Opéra de Paris, Agathe abandonne la danse et disparaît sans un mot de la vie de Pauline. Leur amitié semble définitivement brisée, mais alors qu'elles pensaient ne jamais se revoir, les voilà contraintes de se côtoyer le temps d'un séjour en Bretagne. Malgré les blessures et les silences, parviendront-elles à surmonter ce qui les a séparées? Eh bien, pour le savoir, il faut lire ce livre qui était époustouflant, comme toujours, plein d'émotions. C'est un livre très fort qui donc nous parle de ces deux filles, de ces deux amies, qui ne le sont plus. En tout cas, on va suivre d'abord Pauline qui ne comprend pas pourquoi Agathe a coupé les ponts et n'a plus voulu lui parler. Et donc on est plongé dans cette incertitude, dans ces questions, on est comme Pauline, on se demande ce qui s'est passé, on se demande pourquoi ce revirement de situation. Donc il y a un côté aussi très prenant parce qu'on veut savoir et en fait il y a un côté très réaliste, très touchant, très humain, très profond avec ces personnages qui sont des jeunes filles, des collégiennes qui grandissent petit à petit, qui doivent faire avec qui doivent apprendre à gérer leurs émotions et apprendre à gérer leur corps qui grandit aussi. En fait, c'est un récit très riche qui aborde plein de choses autour de l'adolescence. Et donc elles vont se retrouver en vacances en fait ensemble puisque c'est leurs parents, enfin le père de Pauline et la mère d'Agathe sont ensemble et ils partent en vacances, mais dans les vacances d'automne. Donc il pleut, on est dans la grisaille, l'ambiance est très immersive aussi. Et donc Lilibelle de Cholet réussit à la perfection à traiter de toutes ces thématiques-là avec justesse et sensibilité, comme toujours. Le récit est aussi extrêmement bien construit puisqu'on a les deux points de vue qui se succèdent. On a le présent mais aussi des retours dans le passé. J'ai tout simplement adoré cette construction. C'est dynamique, les pages tournent toutes seules. On ne peut qu'être happé par cette histoire. C'est puissant, c'est beau, c'est réaliste, c'est plein de sensibilité. Et la plume de Lilibelle de Cholet est tout simplement sublime. Elle est poétique. Il y a des phrases qui marquent, qui résonnent, qui frappent fort. Ce roman, c'est une petite pépite. On ressent tout aux côtés des personnages. Il y a aussi pas mal d'actions avec des rebondissements par-ci par-là. Mais ça reste réaliste, ça reste humain. Et c'est ça que j'adore avec cette autrice. C'est qu'il y a toujours des livres poignants qui traitent de plein de sujets différents. C'est à la fois léger et drôle, mais aussi plus grave, plus sérieux. Ça touche en plein cœur, c'est riche, c'est un mélange de plein de choses. C'est un récit captivant à mettre entre toutes les mains, notamment les plus jeunes, puisqu'on est sur des personnages qui sont jeunes, qui sont au collège. Mais ça peut aussi vous toucher en tant que jeunes adultes, en tant qu'adolescents, même en tant qu'adultes. En tout cas, moi j'adore toujours les romans ados, donc c'était un coup de cœur et je vous le recommande. Pour la suite, on passe à de la jeunesse avec Cœur Citron de Cathy Cassidy, publié chez Nathan, un nouveau tome de la saga Les filles au chocolat dont je vous ai déjà aussi parlé. Le premier tome, c'est celui-là, il y en a du coup pas mal celui-là, et c'est le 10e. Il a aussi été adapté en BD. C'est une saga donc jeunesse, mais qui peut plaire aussi aux ados. C'est tout simplement frais, pétillant, agréable, un vrai petit bonbon à déguster, à dévorer surtout. Donc je ne pouvais pas passer à côté du nouveau tome qui nous plonge dans le quotidien d'un nouveau personnage, de Kat, la sœur d'Anna et de Tommy,
Tommy qui est un des personnages principaux puisqu'il est le petit copain d'une des filles qui composent la famille Tamberi Costello, puisque l'histoire au début c'est celle de Cherry qui doit déménager puisque son père eh bien, veut aller habiter avec sa nouvelle compagne qui a déjà plusieurs filles, donc Cherry va avoir des demi-sœurs et tout va bien se passer sauf qu'elle va tomber amoureuse du petit copain d'une de ses demi-sœurs. Et chaque tome, c'est le point de vue d'une des filles. Elles vont vivre pas mal de petites aventures. Et on est toujours sur les thématiques de l'amour, l'amitié, la famille. Et en même temps, il y a aussi des sujets plus profonds et plus durs. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ça s'adresse facilement aux plus jeunes. Et donc, l'une des demi-sœurs a un petit copain qui s'appelle Tommy. Et Tommy, il a deux sœurs, Anna et Kat. Anna, on a eu son point de vue dans un des tomes précédents. Donc là, c'est le moment d'avoir le point de vue de Kat. Et donc elle a 12 ans, sa passion c'est l'astronomie, c'est les étoiles, c'est la science. Le problème c'est qu'elle s'est construit un personnage stylé pour s'intégrer et elle aimerait bien être elle-même. Elle a du mal à sortir de ce rôle qu'elle s'est donné. Et ce qu'il va se passer dans ce tome, c'est qu'il y a Sam, une nouvelle venue, qui lui a retourné la tête et le cœur, même si tout le monde la trouve trop rebelle. Elle veut l'aider à trouver sa place et si c'était finalement elle qui l'aidait à s'accepter. Le résumé est toujours construit comme si c'était le personnage qui parlait, qui expliquait qui il était et quels étaient ses problèmes. Et donc c'était encore une fois mais génial, ça se lit tellement vite, c'est tellement plein de bons sentiments, c'est toujours plein d'enthousiasme, c'est très positif même si eh bien, il y a toujours des sujets sérieux. J'ai adoré cette nouvelle histoire, en plus on a des thématiques très importantes puisqu'on parle d'écologie. Kat va devoir préparer pour ses cours un exposé autour d'un sujet en lien avec l'écologie. C'est très touchant, c'est sans prise de tête. On parle aussi du fait d'être soi-même, puisque Kat se cache un peu derrière une fausse identité. Elle n'arrive pas à se montrer comme elle est réellement avec ses passions. On parle d'homosexualité. On parle de l'importance de suivre ses rêves, de suivre ses passions. C'est des sujets qui peuvent faire écho, qui peuvent marquer les jeunes comme les plus âgés. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est écrit avec beaucoup de justesse. C'est assez rapide aussi, puisque ça se lit vite et que c'est un livre jeunesse. Mais c'est efficace et c'est toujours en fait un plaisir de plonger dans l'ambiance de cette saga, dans cette atmosphère toujours légère, chaleureuse. Comme je l'ai dit, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture et si vous ne saviez pas qu'il y avait un nouveau tome et que vous aimez cette saga, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous le dis, je passe toujours un très bon moment en lisant un tome des filles au chocolat. On part là maintenant, je pense, sur un de mes plus gros coups de cœur de l'année, puisque j'ai enfin lu Every Exquisite Thing de Laura Steven, publié chez Albin Michel. C'est un livre sur lequel j'étais tombée un peu au hasard et que j'avais acheté parce que j'avais envie de le lire et qui m'intéressait, mais aussi parce que j'avais vu une critique sur Instagram et c'est comme ça que j'avais appris l'existence de ce livre. Et en fait, ce qui m'a tout de suite eh bien, intriguée, c'est le fait que c'est une réécriture du portrait de Dorian Gray, donc de Oscar Wilde, mais en version young adulte. Et il faut dire que ce sont aussi les trigger warnings qui m'ont happée, puisqu'on parle de sujets très durs ici. On parle de troubles du comportement alimentaire, addiction chez des parents, abus émotionnels, mort d'animaux, scènes sanglantes, défiguration, violence, décès et chantage au suicide. Je le dis parce qu'il faut quand même le savoir. Mais c'est ça qui fait l'ambiance du roman. De toute façon, quand on parle de réécriture de Dorian Gray, on sait qu'on ne peut pas avoir un livre lumineux et plaisant à lire. Mais justement, j'avais envie d'un livre comme ça, un livre qui dérange un peu, qui fait quelque chose, qui fait frissonner. Et c'est exactement ce que j'ai eu avec Every Exquisite Thing. Donc, on suit ici le personnage de Penny qui a été admise à la prestigieuse Académie de théâtre d'Orient. Elle touche enfin son rêve du doigt, monter sur les planches, devenir célèbre, devenir une actrice. Mais dans ce monde où l'apparence est reine, elle est terrifiée de ne pas être à la hauteur. Lorsque son mentor lui parle d'un peintre capable de figer son apparence pour qu'un portrait vieillisse à sa place, elle y voit l'opportunité de se libérer de son obsession du miroir pour se consacrer corps et âme à son art. Seulement, les précédents modèles du peintre sont brutalement assassinés les uns après les autres. Alors que son temps devait lui être infini, Penny n'a désormais plus une seconde à perdre. Elle doit trouver le meurtrier coûte que coûte.
et on va aussi être emporté dans cette course contre la montre puisque nous aussi on veut savoir qui est en train de tuer les tableaux et donc quand le tableau meurt, et bien la personne qui a été peinte meurt aussi. Penny ne veut évidemment pas mourir et c'est en même temps une enquête qui se déploie dans cette ambiance Dark Academia. On est sur du Dark Academia avec cette école, ce lac, cette brume, ces professeurs aussi. En fait, il y a toute une atmosphère qui est créée et c'est très bien construit, très bien fait. Une intrigue très bien menée. Qui surprend, il y a des rebondissements jusqu'au bout, on est surpris, on se demande comment ça va se passer. Il y a donc une touche de fantastique, vous l'imaginez, puisque la peinture qui fige quelqu'un dans le temps, c'est bien sûr imaginaire. Mais j'ai beaucoup aimé absolument chaque aspect de ce roman. C'était très intéressant de suivre Penny qui doit se battre un peu contre elle-même, puisque voilà, elle a des troubles du comportement alimentaire, elle a besoin d'être la meilleure, notamment pour sa mère, elle veut que sa mère soit fière d'elle, mais elle a une relation toxique avec sa mère qui est une grande célébrité, donc Penny, son nom aussi est connu, et elle est connue comme étant la fille de cette grande actrice. Elle doit faire ses preuves, elle doit être la meilleure, mais il y a d'abord cette autre relève qui va arriver, Davina, qui va être encore meilleure qu'elle, donc il y a une rivalité qui va s'installer. Beaucoup de choses se passent dans ce livre, c'est un roman très riche. Donc elle a beaucoup d'attentes et elle doit se battre pour rester la meilleure, et c'est pour ça que l'idée du portrait lui paraît être la meilleure idée du monde. Mais des choses vont mal se passer et on a donc un roman qui est très dur, dérangeant, mais très prenant, qui installe vraiment cette atmosphère et cette tension aussi qui monte notamment entre Penny et Davina. Le décor très immersif, c'est ça qui fait beaucoup. Mais il n'y a pas que ce côté sombre, il y a aussi l'amitié avec d'autres personnages, il y a ce côté lumineux qui va donner une touche d'espoir et qui fait que c'est un roman aux multiples facettes, très riche, et qui parle donc de l'obsession de la beauté, du paraître avec le personnage de Penny, mais aussi donc d'amitié, d'amour, de recherche d'identité. Penny est donc une protagoniste très intéressante qui doit affronter son passé, qu'on découvre au fur et à mesure. Tout était très bien amené au niveau de la construction du récit. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai vraiment été emportée par cette histoire. C'est très intense, ça se dévore, c'est puissant. Il y a ce malaise qui s'installe au fil des pages. Bref, une pépite, un livre qui ne laisse pas indifférent, une excellente réécriture du portrait de Dorian Gray. Pour finir, on va s'intéresser aux 2 bandes dessinées que j'ai lues, avec en premier Phobos, le tome 4, donc La Tempête des Destins. C'est une adaptation de la saga Phobos en roman de Victor Dixon. Donc ici c'est de Victor Dixon et Maria Francesca Perifano pour les dessins. C'est publié chez Glénat. C'est le tome 4, donc c'est la deuxième partie du tome 2 en tant que roman. La saga Phobos, c'est celle-ci, il y a 4 tomes plus un peu bonus. C'est une saga qui fait partie de mes préférés, de toute façon Victor Dixon fait partie de mes auteurs préférés. C'est de la science-fiction, un thriller spatial haletant, dans lequel on va suivre donc 6 prétendantes et 6 prétendants qui ont embarqué donc dans 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial, donc il y a 6 filles et 6 garçons. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Notre héroïne, c'est Léonore, elle veut trouver l'amour avec un grand A. Elle est orpheline de 18 ans, elle est l'une des 6 élus. Et elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Et en effet, le rêve va virer au cauchemar et j'adore cette saga tout simplement. Beaucoup de rebondissements, c'est très bien construit. On est happé par cette aventure dans l'espace, ces personnages très attachants. Victor Dixon est très doué pour nous embarquer dans son univers. Et donc, ça fait déjà quelques années que la saga est en train d'être adaptée en BD. Il y a lu les 2 premiers tomes, d'ailleurs de toute façon vous pouvez voir derrière moi le tome 1 et le tome 2. Donc les 2 premiers tomes c'est le tome 1 en roman et le tome 3 et 4 en BD, et bien c'est le tome 2 en roman. Voilà, ça a été séparé puisque les livres sont assez gros, donc il faut quand même pas plus qu'une seule BD pour adapter un livre. Et comme d'habitude, c'est un plaisir de replonger dans cette saga à travers les bandes dessinées.
Ça reste une bande dessinée, donc c'est toujours assez rapide, c'est moins profond que dans les livres, on n'a pas du tout le même ressenti. Et je pense que pour les personnes qui ont lu la saga en roman et qui ont envie de s'y replonger, mais sans lire les 400 pages du livre, eh bien c'est une bonne façon de se remettre dans l'histoire. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Les dessins, je les aime beaucoup aussi. Ce n'est pas le même dessinateur dans les tomes 1 et 2 et dans les tomes 3 et 4. J'avoue que je préfère peut-être quand même les dessins qu'on a dans le 1 et 2. Mais ça ne change pas le fait que ça retranscrit très bien l'ambiance, on vit toute l'aventure aux côtés des personnages, c'est très prenant, toujours des rebondissements, il y a des belles couleurs, je suis vraiment fan du travail du dessinateur, donc là de la dessinatrice et de Victor Dixon, puisqu'il faut pouvoir adapter comme ça son livre en BD. Voilà, toujours un plaisir, toujours beaucoup de suspense. J'avoue que ça donne envie de relire les romans quand même, et ça donne simplement envie d'avoir la suite, puisqu'on est emporté par cette avalanche de péripéties. Si vous avez lu Phobos, n'hésitez pas à vous lancer dans la BD. J'ai terminé une saga avec le 4e tome de Anna et l'Entremonde. Donc c'est un tome que j'attendais avec impatience puisque j'avais adoré tous les autres. Je vous en ai déjà parlé aussi de cette saga, mais je vous en reparle donc puisque c'est fini. Vous pouvez donc dévorer les 4 tomes sans vous arrêter. C'est une histoire de fantasy que j'aime énormément, dans laquelle on va suivre en fait Anna et Domingo qui, donc on est en 1492, en tout cas on est au 15e siècle il me semble. Et en fait tous les deux vont embarquer sans faire exprès dans la fameuse expédition de Christophe Colomb et ils vont tomber dans l'Entremonde, un univers fantastique peuplé de pirates, de créatures dont personne ne pouvait soupçonner l'existence. Il va se passer beaucoup de choses. Je ne peux pas vous donner l'intrigue en elle-même puisqu'elle se déploie comme ça sur les 4 tomes, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il va y avoir un ennemi, ils vont devoir se battre contre cet ennemi et un peu ramener la paix dans l'Entremonde. On rencontre plein de personnages, c'est prenant, c'est aussi drôle. Il y a cette touche d'humour qui fait la différence, mais surtout ce sont les illustrations, ce sont les dessins, le trait, c'est de l'aquarelle donc c'est tout de suite très différent de ce qu'on peut voir dans d'autres bandes dessinées. C'est tout simplement magnifique à regarder, les couleurs, les paysages, c'est une aventure qui promet pas mal de surprises, pas mal de rebondissements. C'est une excellente fin que j'ai adorée. Il y a beaucoup d'action dans celui-là, c'est très dynamique, les personnages sont toujours aussi attachants. C'est un 4e tome qui confirme mon coup de cœur pour cette saga et qui me permet de vous dire encore une fois, lisez Anna et l'Entremonde si vous aimez les univers fantastiques et surtout les bandes dessinées qui sortent de l'ordinaire, puisque c'est ça, Anna et l'Entremonde, j'ai tout simplement adoré et je pense que c'est aussi une saga que je relirai par-ci par-là puisque je suis très très attachée à cet univers, à ce récit, à ces personnages et surtout au travail de l'auteur et de la dessinatrice qui sont tout simplement très doués, j'admire leur imagination. Voilà pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aussi donné des petites idées de lecture pour les prochaines semaines, les prochains mois, je ne sais pas. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aussi des recommandations à me faire, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!